Concernant la femme grecque, dans la Grèce antique, les femmes sont inférieures aux hommes. Elles ne sont pas citoyennes. Le mari a le droit de vie et de mort sur l'épouse, sur les enfants. On peut dire que la domination masculine en Grèce étouffait la voix des femmes comme on l'a rarement vérifié ailleurs. L'identité personnelle de la femme est niée. La femme, elle est fille de ou épouse de. Aucune civilisation ancienne n'a accordé une place aussi visible, aussi tranquillement officielle aux relations homosexuelles que celle de la Grèce antique. Le statut privilégié de l'homosexualité masculine est plus valorisant que la fréquentation des femmes dans la société grecque. Les Grecs allaient jusqu'à mettre des jeunes garçons à la disposition des hommes de leur entourage. Examinons la pensée de deux Grecs, Platon et Aristote. Platon, 5e, 4e siècle avant Jésus, Platon soutient que les hommes qui, dans leur première vie, étaient lâches ou qui passaient leur vie dans l'injustice, il soutient que ces hommes-là furent changés en femmes à la seconde naissance, attestant ainsi de ce qu'être une femme est une punition du sort. Donc pour Platon, être une femme est une punition du sort. Platon aussi affirme que les femmes sont en toutes choses moins bonnes que les hommes. L'érotique homosexuelle masculine chez les Grecs est valorisée dans la mesure où elle est le support de la transmission du savoir et de la pensée de l'ancien au jeune, selon bien sûr la pratique pédérastique de la société grecque. L'hétérosexualité, quant à elle, est associée au registre de la procréation. L'homosexualité masculine, donc,
est justifiée par une procréation intellectuelle et morale. Ils appellent ça accoucher les esprits. La procréation de l'esprit, c'est-à-dire les hommes avec les hommes, est supérieure à la procréation physique, c'est-à-dire la femme avec l'homme. Chez Platon même, il est suggéré une infériorité de la raison féminine par rapport à la raison masculine. Le père est ressource, la mère est pénurie. Les hommes qui cherchent la sagesse préfèrent la procréation par l'esprit et se tournent vers les hommes. Ceux qui cherchent la procréation par le corps se tournent vers les femmes. Donc ça, c'était Platon. Voyons voir Aristote. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote situe la femme aux limites de la cité et de la sauvagerie, de l'humain et de la brute. La capacité pour Aristote, la capacité délibérative de la femme est nulle. Elle ne partage pas la position constitutive du citoyen. Il n'y a pas de mot pour désigner la citoyenne ou l'athénienne dans la cité. Ça, il faut savoir. Donc, Aristote rapproche le destin de la femme à celui de l'esclave. Les femmes sont une menace pour la vie harmonieuse de la cité. Le désordre des femmes est pire que celui que sèment les ennemis eux-mêmes. Pour Aristote, la femme est un être plutôt inférieur, alors que l'esclave, un être tout à fait médiocre. La femme et l'esclave, pour lui, sont des êtres faits naturellement pour obéir. Les différences physiques ou psychologiques entre hommes et femmes ne sont pas seulement pensées en termes de supériorité-infériorité, mais définissent entre guillemets la femelle en termes de défectuosité, de manque, voire de monstruosité. Par exemple, pour Aristote, si le sperme du mâle dépérit, il engendre une femelle qui ressemble à sa mère. Si le sperme du mâle est fort, comme c'est la règle, il génère un mâle. Donc, présenté comme une défectuosité, cette dissemblance qu'est la naissance d'une fille constitue pour Aristote
le premier écart de l'humanité parfaite, la première manifestation de monstruosité. La femme est donc, pour Aristote, la première manifestation de la monstruosité. Le monstre est l'enfant qui ne ressemble pas à son père. S'il n'y avait que des géniteurs mâles, l'humanité serait parfaite.